Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc nous allons voir de plus près la mécanique quantique. Et une représentation typique des particules en physique quantique, telles que les électrons, les photons, etc., est sous la forme d'ondes. Alors ça peut paraître un peu surprenant pour un néophyte, ou même pour à peu près tout le monde, parce qu'on aurait tendance à voir les particules, à cause de leur nom peut-être, ou de leur particularité, comme des petites billes, comme des corpuscules. Mais en réalité, la représentation sous forme d'une onde est beaucoup plus proche de la réalité de ces objets quantiques. Même s'il serait faux de les identifier totalement à des ondes. Ce sont des ondes, comme je dis parfois, des ondes non classiques, quantiques. Alors, voyons une expérience très célèbre, souvent utilisée dans ce genre de discussion, qui est l'expérience de Young. On a ici une paroi avec deux ouvertures et une autre paroi ici. On envoie ici des ondes, ici je représente les fronts d'ondes, qui se dirigent vers la paroi. Disons par exemple que ce sont des vagues dans l'eau, qui progressent vers une digue où il y a deux ouvertures. À ce moment-là, par les deux ouvertures, on va avoir la sortie d'ondes circulaires autour de chaque ouverture. Et les deux vont se superposer en arrivant sur la paroi. Si on observe donc par exemple pour des vagues, ici on a une plage de sable sur lesquelles les vagues viennent mourir, et plus la vague est haute, plus elle imprime une grande quantité de sable humide. Et on observe une image sur le sable qui est typiquement comme ceci. Il y a donc des zones où la vague est très importante et d'autres où elle est plus faible. En fait, quand on regarde les vagues arrivant en un point, on constate qu'en certains points, les deux vagues sont opposées, une bosse et un creux, qui s'annulent, donnant un résultat nul ou très faible. Alors qu'à d'autres endroits, comme ici, on va avoir les deux vagues qui sont ensemble, deux bosses, deux creux, elles vont s'additionner et donner une vague plus importante. Ce genre d'image est appelé une figure d'interférence et est très typique des ondes. On l'effectue avec des corpuscules, comme par exemple des balles de fusil à travers deux fentes. On n'obtient pas du tout une figure d'interférence comme cela, mais simplement la somme du nombre de balles passant par les deux trous et donnant une courbe en cloche, typiquement. Et non pas une figure d'interférence. Notons que ce genre de figure permet aussi, très facilement, de mesurer la longueur d'onde des ondes qui sont envoyées, par exemple des vagues. Il suffit de mesurer les distances entre les deux trous, la distance entre la plaque ici et la cible, et la distance qui sépare les franges d'interférence, et une relation simple donne la longueur d'onde. On peut faire aussi cette expérience avec de la lumière, c'est-à-dire avec des ondes électromagnétiques, et on obtient un résultat tout à fait analogue. Et donc, cela confirme bien le caractère ondulatoire. Young a d'ailleurs fait cette expérience au XIXe siècle, à une époque où on ne parlait pas du tout de mécanique quantique, et pour lui, c'était une confirmation des caractères ondulatoires des ondes électromagnétiques. J'ai fait aussi cette expérience moi-même au laboratoire, avec un laser. Alors c'est un peu plus compliqué qu'avec une digue, avec laquelle on fait des trous. On utilise une diapositive noircie ou noire de fumée, dans laquelle on fait deux raies très fines pour les deux fentes, et on doit se placer à une dizaine de mètres pour observer la figure d'interférence, qui est alors toute petite, imprimée sur le mur. On fait ça dans le noir, bien entendu, et on observe très bien la figure d'interférence. On peut faire aussi l'expérience avec des électrons. Alors cette fois-là, on va employer un canon à électrons qui va envoyer des électrons sur la cible, sur la plaque avec les deux fentes,
c'est plus difficile d'avoir des ondes pleines, donc on va utiliser plutôt une plaque précédente avec un seul trou pour faire passer les électrons. Les électrons vont à nouveau arriver sur la cible, qui peut être une plaque photographique ou un écran cathodique, comme dans les anciennes télévisions à écran cathodique. Et on observe, surprise, le même résultat. On a là aussi une figure d'interférence pour des électrons. La grande différence avec les vagues, c'est que les impacts sont bien localisés. Donc ce qu'on va mesurer ici pour les électrons, c'est le nombre d'impacts par unité de surface. On va donc envoyer un grand nombre d'électrons qui vont faire des impacts sur la cible et on va avoir une concentration au niveau des zones d'interférence constructive. À noter qu'avec la lumière, on a le même. En envoyant une lumière suffisamment faible, on peut envoyer photon par photon, et à nouveau, sur la cible, une plaque photographique par exemple, ou un écran fluorescent, on va avoir des impacts ponctuels et qui s'accumulent pour former la figure d'interférence. Il n'y a donc en réalité pas réellement de différence entre les ondes électromagnétiques et les électrons. Les interactions sont localisées sous forme de points, mais le comportement de ces objets sont typiquement ceux d'une onde. L'expérience montre aussi qu'il existe une relation entre les particules et l'onde, c'est-à-dire le fait qu'ils sont une onde, c'est-à-dire E égale h nu, c'est-à-dire que h est la constante de Planck, nu est la fréquence de l'onde, et E est l'énergie d'une particule. Un peu comme si ces ondes se déplaçaient par paquets d'énergie bien définis. C'est Planck qui l'a découvert la première fois en étudiant le rayonnement du corps noir, c'est-à-dire le rayonnement thermique. Il a réussi à obtenir le bon résultat qu'en supposant cette relation. Il n'a pas compris tout de suite qu'il s'agissait d'une particularité des ondes électromagnétiques et a associé ça aux propriétés de la matière qui aurait émis ou absorbé l'énergie par paquet. Puis il y a eu les travaux d'Einstein avec l'effet photoélectrique. C'est l'effet où de la lumière ultraviolette arrache les électrons d'une électrode et facilite le passage du courant dans une diode, les anciennes diodes sous forme de tube. Et il a pu montrer que la lumière se propageait effectivement sous forme de tels paquets d'énergie. Ça lui a valu le prix Nobel. De même, il existe une relation découverte par de Broglie, Louis de Broglie, entre la longueur d'onde et l'impulsion de la particule. Ces propriétés ondulatoires sont utilisées dans divers systèmes. Par exemple, les microscopes électroniques. Ces microscopes électroniques utilisent des électrons ou d'utiliser de la lumière comme un microscope optique, mais le principe est exactement le même. Les particularités, les lentilles ici sont des bobines magnétiques ou plutôt que des lentilles en verre, bien entendu, et ce sont les propriétés ondulatoires qui donnent à la fois la capacité de grossissement et la limite de résolution du microscope, exactement comme pour un microscope optique, qui montre encore bien cette ressemblance entre électrons et photons. L'onde d'une particule est souvent appelée fonction d'onde. On peut représenter, par exemple, un électron qui serait localisé dans une petite zone sous la forme d'un paquet d'ondes. Donc un paquet d'ondes concentré qui se propage dans une certaine direction, x, avec une vitesse donnée, grand V. La largeur, le paquet a aussi une certaine largeur, qu'on peut noter delta x. Elle représente une incertitude sur la position de l'électron. Si on mesure l'électron, si on mesure sa position avec une très très grande précision, on va le trouver quelque part, mais étant donné qu'il est étalé, il y a une incertitude sur la position qui va être obtenue.
Donc delta X représente une incertitude sur la position de l'électron. On peut aussi utiliser les outils mathématiques relatifs aux ondes, ce qu'on appelle les transformées de Fourier et diverses propriétés associées. Et on montre aussi que la longueur d'onde d'un tel paquet n'est pas très précise. Elle n'est précise que pour les ondes sinusoïdales que je vous ai représentées, qui sont des ondes qui ondulent de manière constante et régulière indéfiniment. Ici, l'onde grossit et puis rétrécit, et la longueur d'onde n'est pas très précise. Et les calculs avec les outils mathématiques sur les ondes montrent qu'on doit toujours avoir, quelle que soit la forme du paquet d'ondes, delta x fois delta lambda, c'est-à-dire l'incertitude sur la longueur d'onde, est toujours supérieure ou égale à 1. En utilisant la relation de Louis de Broglie, on trouve alors que delta x fois delta v, la vitesse, est toujours supérieure, égale à h sur 2pi m. H, constante de Planck, m, la masse de la particule. On ne peut donc pas connaître avec exactitude à la fois la position et la vitesse de la particule à un moment donné. Le fait que ce soit au même moment est important. Il y a forcément une certaine incertitude. Notons que l'incertitude minimale, les plus petites valeurs pour delta x et delta v, sont vraiment très très petites. Parce que la constante de Planck est extrêmement petite. Elle a une très très petite valeur. Donc c'est seulement à l'échelle des atomes que ces incertitudes sur position et vitesse vont jouer un rôle très important. À notre échelle, la chaise qui est à côté de moi, moi-même, mon gentil toutou qui est là-bas, nous avons des positions, des vitesses qui, à notre échelle, à la précision que nous utilisons dans le monde macroscopique, peut être considérées comme ayant des positions et des vitesses précises. C'est vraiment qu'à l'échelle atomique que ça devient important. Cette relation est appelée la relation d'indétermination de Heisenberg. En fait, elle s'appelle la relation d'incertitude, mais le terme de relation d'indétermination a souvent été utilisé, je l'utilise, parce qu'il est plus juste. Il ne l'a pas établi de cette manière-là, mais en étudiant le spectre des atomes, montrant bien ce caractère universel de cette relation. Elle peut être vérifiée expérimentalement de diverses manières, et confirmée, et elle est parfois vue comme un effet de la mesure. Parce qu'en effet, les particules quantiques sont très petites, très légères. Un électron, c'est extrêmement léger. Et la moindre mesure dessus, par exemple, si on envoie un photon sur un électron, ben ça va fortement le perturber. Donc on a tendance à dire que les perturbations font qu'on n'arrive pas à mesurer à la fois la vitesse et la position. Et si on fait des expériences de pensée diverses pour essayer de mettre en défaut ce phénomène, en tenant compte de tous ces effets d'incertitude, on retrouve toujours la même limite et cette même relation. Mais ça montre simplement que tout est cohérent. Et cette incertitude est en fait plus fondamentale que ça et liée au caractère ondulatoire. Ceci ne représente pas une incertitude sur l'électron, c'est plutôt comme une onde ayant un certain étalement. Ce principe d'incertitude, le principe d'indétermination, est ce qu'on appelle parfois la dualité entre onde et l'aspect corpusculaire, c'est-à-dire les interactions localisées, ça a fait couler beaucoup d'encre, énormément d'encre. Et certains ont même trouvé cette idée d'une incertitude intrinsèque, une indétermination intrinsèque, totalement insupportable. Ce fut le cas d'Einstein. Il y a même eu une dispute célèbre avec Bohr lors d'un congrès à Solvay, où Einstein n'arrivait pas à admettre certains des postulats de la mécanique quantique. C'est donc produit, ces discussions ont donc commencé dès les débuts de la mécanique quantique. Elles se poursuivent encore, moins, mais elles existent toujours, au moins pour quelques irréductibles.
Et dans les débats ou discussions, dans les forums entre, on va dire, entre non spécialistes ou des personnes ayant moins de métier, cela peut conduire à des discussions réellement interminables, où personne n'arrive à se mettre d'accord. C'est donc un sujet qui n'est pas spécialement facile. Mais vu sous l'angle ondulatoire, sous le fait que les particules sont comme des ondes, ou presque comme des ondes classiques, sous l'angle ondulatoire, ce caractère imprécis est beaucoup moins mystérieux, beaucoup moins étrange. Voilà pour un début. Alors, dans la prochaine vidéo, nous attaquerons le concept d'état quantique, et nous verrons comment on peut décrire ce genre de choses en utilisant les états. Je vous remercie.